Donc nous allons ouvrir donc cette deuxième session qui s'appelle donc Pratiques et effets. Nous allons donc revenir dans la pratique quotidienne qui s'articule d'ailleurs notamment autour des audiences. Et donc après cette introduction historique et théorique qui nous a rappelé donc les principes fondamentaux et qui nous a permis de nous élever dans nos réflexions, nous allons donc revenir aux réalités. Alors, pour commencer, donc, nous allons écouter Jean-Marc Pamphili, qui a été donc infirmier cadre supérieur de santé en psychiatrie adulte, docteur en droit, avocat de 2018 à 2024. Je vous donne la parole. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Excusez-moi, j'ajouterai que je serai draconienne sur la question du temps, puisque donc les interventions sont prévues de 15 minutes, je me permets de le rappeler, et que là aussi, nous connaissons tous le diktat du temps avec les orodateurs qui filent à la seconde près. Bonjour. Je vais essayer de faire l'aller-retour entre mes différentes fonctions, puisque comme on vient de vous le dire, donc Madame la magistrate, j'étais soignant en psychiatrie adulte, chercheur, puisque j'ai soutenu ma thèse précisément sur l'introduction de la judiciarisation dans les soins sans consentement, et puis j'ai exercé comme avocat ensuite, et bien entendu j'ai assisté des patients, clients, lors d'audience GL2D. Je me permets quand même de faire un petit point sur le contexte de l'institution psychiatrique, parce que... Le baisser, comme ça? Ça va? D'accord. Le contexte de l'institution psychiatrique pour voir d'où elle vient, où elle en est aujourd'hui et par où elle est passée, et expliquer d'une certaine façon quelle est la culture qui prévaut et l'état d'esprit qui prévaut dans l'institution psychiatrique lorsqu'intervient cette irruption du juge donc, en 2011. Alors, très vite, 1789, peu d'influence, malgré la suppression des lettres de cachet, peu d'influence sur la situation des malades mentaux, malgré Philippe Pinel. Puis, première date très importante, c'est la loi de 1838, la loi Esquirol. La loi Esquirol, pour mémoire, c'est elle qui institue donc l'asile, qui fixe un cadre juridique pour l'hospitalisation sous contrainte. Elle crée également des asiles, et puis surtout, ce qu'elle prévoit, c'est qu'il n'y a qu'une modalité d'hospitalisation, c'est l'internement, et on ne parle absolument pas ni d'hospitalisation libre, ni de soins libres à ce moment-là. 1940, un point important que je souligne toujours, en France, en 1940, et pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte de l'occupation et des privations auxquelles le peuple français est soumis par l'occupant, il y aura une surmortalité qu'on chiffre aux alentours de 50 à 70 000 morts dans des asiles d'aliénés qui vont mourir littéralement de faim. Et c'est dans ce contexte-là que va naître derrière ce qu'on appelle la psychiatrie, qu'on va pouvoir qualifier peut-être de moderne, puisqu'on ne parlera de psychiatrie qu'à ce moment-là. Auparavant, on ne parle que d'aliénés. Un autre point important que je tiens à amener, dont on parle peu, c'est une larguée neuroleptique dans les années 50. C'est un point très important de la prise en charge des malades mentaux. Parce que jusqu'à là, il faut se dire que les traitements, entre guillemets, s'apparentaient plus à des mauvais traitements, voire quelquefois qu'on pourrait qualifier de torture, qu'à de véritables soins. Les neuroleptiques vont permettre de prendre en charge les malades mentaux de manière différente, avec un traitement des symptômes qui vont permettre une ouverture progressive. Puis, 1990 arrive, cette loi de 90, elle est contemporaine du bicentenaire de la Révolution, vont être abordées dans les débats pré-parlementaires la question de l'intervention initiale du juge, mais ça ne verra pas de suite. Par contre, ce que prévoit la loi de 90, qui est fondamental,
c'est que pour la première fois, elle inscrit les soins libres comme principe et l'hospitalisation libre comme principe et l'hospitalisation sans consentement comme exception. Pour la première fois, et du point de vue du droit, c'est un élément qui est déterminant. Il est déterminant à ce point que par expérience, jusqu'en 90, quand je travaillais, moi j'ai connu des unités de soins non mixtes, fermées, donc des unités, imaginées, de 35 femmes ou 35 hommes enfermés toute la journée dans des unités, quel que soit leur statut, soins libres ou, hospitalisation libre ou hospitalisation sans consentement. Et c'est à partir de 1990 que seulement on va voir la mixité dans les unités, l'ouverture d'un certain nombre d'outils alternatifs, notamment ambulatoires. Voilà pour 90, vous voulez ce qu'elle va amener. Ça m'amène très rapidement à 2011-2013. Alors, vous en avez déjà parlé, je salue Maître Vaillant qui était présente pour son travail initial fondamental et formidable. 2011-2013, c'est la loi qui est à l'initiative du gouvernement et qui n'a pas vocation à élargir les droits des malades mentaux. Je dirais presque au contraire, parce qu'en changeant la terminologie de soins sans consentement et non plus le vocable de hospitalisation sans consentement, donc, on change de paradigme. Et j'en rejoins ce que disait Mathieu Bellassène tout à l'heure. Hospitalisation sous contrainte, c'est une chose. C'est-à-dire, c'est l'hospitalisation qui est contrainte. Soins sous contrainte, c'est autre chose. En creux, qu'est-ce qu'il nous permet, en soins sans consentement, éventuellement, d'administrer un traitement de force à un patient? Question. Je la laisse comme ça. C'est ça. C'est ça. Bien. 2011-2013, irruption donc du juge judiciaire suite à des QPC. Pourquoi des QPC? Parce que je vous ai dit, donc, un gouvernement qui n'a aucune intention d'élargir les droits et en face des organisations d'usagers qui, par le biais de questions prioritaires de constitutionnalité, vont porter plusieurs coups de boutoir pour amener la judiciarisation et tout ce qui va s'ensuivre. En 2020, va intervenir aussi la question de l'isolement de la contention, qui, 2016, était prévu dans les textes, mais pour lesquels il n'était pas prévu de contrôle judiciaire. Et grâce à deux QPC qui vont être plaidés devant le Conseil constitutionnel, donc les deux, j'ai l'honneur de plaider pour le CRPA, eh bien, le juge judiciaire est désormais compétent pour contrôler dans une certaine mesure les isolements et les contentions de malades. Alors, ceci dit, lorsqu'on parle des droits à notification des droits, il faut savoir de quoi on parle, et pour ça, eh bien, il faut ouvrir le code de la santé publique, hein, il n'y a pas le choix. Et il faut savoir le lire, il faut savoir l'utiliser. Et il faut savoir aussi croiser les textes, il faut savoir aussi faire référence aux textes qui sont dans un autre code éventuel, dans une autre disposition législative. Et c'est pour cette raison, moi, que j'ai intitulé mon support au commencement le respect de la dignité de la personne humaine. Et oui, on est là. C'est-à-dire, les soins sans consentement, c'est l'exception. C'est l'exception. La règle, ce sont les soins libres. Donc, alors, la dignité de la personne humaine, référence, Code civil, article 16, la loi sur la primauté de la personne interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Le Code pénal a tout un livre qui traite des crimes et délits contre les personnes et un chapitre qui porte sur les atteintes à la dignité de la personne. Et bien sûr, le Code de la santé publique, tel qu'il émane de la loi Kouchner de 2002, l'article L1110-2, qui nous dit « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». Et enfin, nous avons le 3211-3, qui lui, comme ça a été rappelé, donc, rappelle que les restrictions à l'exercice de liberté individuelle doivent être adaptées, proportionnées, etc., au regard des nécessités de mise en œuvre du traitement, donc, et de l'état mental de la personne, et que la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Donc pour moi, le fil conducteur, c'est effectivement cette question de dignité qu'on doit reconnaître et cette considération qu'on doit apporter au malade mental lorsqu'il est dans cette situation donc, de soins psychiatriques et en particulier de soins sans consentement. À ce propos, j'ai une réflexion préalable que je souligne à chaque fois parce qu'elle me paraît très très importante, c'est que la loi Kouchner avait vocation à mettre fin au paternalisme médical, entre guillemets. La loi de 2011 et la loi sur les soins psychiatriques, je pense qu'elle est loin du compte et que le domaine de la psychiatrie est un domaine encore, pour les raisons que j'ai évoquées, historiques en plus, donc une culture un petit peu asilaire, est encore loin du compte du point de vue donc, de la fin du paternalisme médical. Et il y a un point que je voudrais soulever au départ, c'est le suivant, c'est la question du libre choix du psychiatre et du secteur. Nous avons deux logiques dans la législation actuellement, celle de la sectorisation, et nous avons le principe qui est fondamental du libre choix du psychiatre. Nous avons une jurisprudence du Conseil d'État qui nous dit que le libre choix du patient en soins sans consentement de l'équipe ou du psychiatre s'exerce dès lors que la période d'urgence est révolue. Dans la réalité, cette notion-là est très très peu respectée, du moins de mon expérience. C'est hélas trop souvent la logique de secteur qui prévaut. Et les incidences qu'elle a, elles ne sont pas neutres, parce que, par expérience encore, moi j'ai rencontré des situations où le patient était d'accord pour une prise en charge avec telle équipe et tel psychiatre, mais ne voulait absolument pas, elle n'était pas consentante à être hospitalisée dans le secteur qu'on lui proposait. Et on a eu recours à l'hospitalisation en soins sans consentement sur ce critère-là, ce qui quand même interroge pas mal. Voilà. Je voulais vous le soumettre parce que c'est un point, moi, qui me paraît très important et dont on parle finalement assez peu. Alors, la lecture du Code de la santé publique, elle se décline de la façon suivante. Je vais essayer d'aller plus vite. Aussitôt que possible, et autant de fois que nécessaire, il faut informer le patient, a priori, sur les projets de décision et de prise en charge. Il faut le mettre en situation de faire valoir ses observations donc, et les recueillir. Il faut l'informer a posteriori sur les décisions qui le concernent. Il faut enfin l'informer sur sa situation juridique, droits et voies de recours. Et il faut aussi l'informer sur les droits à l'information, sur la possibilité de communiquer et de solliciter conseil. Avocats, médecins, commission départementale de soins psychiatriques, etc. Le 3111-3 l'énumère. Ensuite vient l'audience prévue avec le juge. Dans l'hypothèse où le patient n'est pas requérant, c'est-à-dire que lui n'a rien fait, et c'est simplement le mécanisme de contrôle qui va se mettre en place. Donc là, nous sommes bien sûr dans le dispositif prévu par la loi, on est dans l'émanation de l'article 66 de la Constitution, l'une peut être arbitrairement détenue sans décision du juge judiciaire, donc, et là, dès lors que le patient est présent au bout de 6 jours, on envisage son passage devant le juge de liberté de la détention, et dès lors, donc, il faut l'informer sur la possibilité d'accès à la requête qui a été formée par le directeur ou le préfet, selon le cas. Il faut l'informer sur la possibilité d'accès aux pièces soumises au juge. Et là, il faut savoir lire le Code de la santé publique et basculer de la partie législative à la partie réglementaire, R 3211-13. Et là, ça vous énumère toutes les pièces auxquelles le patient a droit d'accès avant l'audience du juge. Et enfin, un point important que je souligne parce que je pense qu'il est trop souvent occulté, c'est d'informer le patient qu'il a la possibilité d'être entendu par le juge à huis clos de plein droit dès lors qu'il le demande. Pourquoi je dis ça? Parce que l'audience du juge des libertés est une audience publique. Il va s'y débattre des éléments de l'intimité de la vie privée de la personne. Je ne pense pas, d'un point de vue général, qu'il soit souhaitable que tous ces éléments-là soient entendus par tout un chacun.
Et dans ma pratique d'avocat, systématiquement, je précisais au patient cet élément-là en lui expliquant l'intérêt d'être entendu en chambre du conseil. J'en arrive à un point, un autre point très important, je vais essayer. Une minute. Isolement en contention. Isolement en contention, un contexte de pratique de dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Bon, l'isolement et la contention, le parti législatif très brève, très laconique. Donc, il faut s'en remettre aux autres textes relatifs aux soins sans consentement pour voir que le patient qui est en isolement ou en contention, ce n'est pas en lui-même une situation obstacle à la notification des droits. Ce n'est pas parce que la personne donc, est dans cette situation-là que ça dispense de lui signifier ses droits. Notamment de saisir lui-même les juges de liberté et de détention, charge à l'établissement de recueillir sa volonté par procès verbal. Donc ça c'est très important sur la question d'isolement et de contention, parce que on a un texte qui est pas très très lisible dans son articulation en tout cas. Alors, je vais aller très très vite. Ces droits des patients, ils sont contrebalancés par des obligations. Et ces obligations, elles nous amènent à savoir quel est le débiteur, finalement, de la notification des droits et de l'information sur les droits. Parce que ça, le législateur ne prévoit pas, et c'est l'obstacle sur lequel on tombe dans l'institution lorsque ça se présente. À qui ça revient? Qui doit faire? Qui doit dire? Je pars du principe qu'un certain nombre d'éléments relatifs à la prise en charge, à mon avis, devraient relever du psychiatre et des soignants, alors que tous les éléments d'ordre juridique devraient revenir à un tiers soignant non participant à la prise en charge, précise bien, non participant à la prise en charge, et bien sûr à l'avocat, ensuite, dans son rôle qui lui doit être de rencontrer le patient dans la mesure du possible, de voir le dossier, de discuter avec lui et d'articuler la défense de ses intérêts en fonction. Monsieur Pamphili, je suis absolument désolée parce que on a l'impression de vous interrompre alors que vous aviez encore beaucoup de choses à dire. La contrainte s'abat sur vous et donc nous devons effectivement vous interrompre. Alors, vous avez permis déjà d'aborder ce qui va être l'angle à partir duquel monsieur Jean Bien-Aimé va développer donc son intervention, qui est celle de la notification des droits, puisque une chose est d'avoir des droits tels que reconnus dans les textes, autre chose est cette notification des droits, c'est-à-dire cette information du patient sur les droits qu'il détient et la manière dont il doit pouvoir mettre en œuvre l'effectivité de ses droits. Donc je donne la parole à Jean Bien-Aimé, doctorant en sociologie à l'EHESS, ingénieur de recherche au sein du laboratoire de sciences humaines et sociales du GHU de Paris, et qui est le sociologue qui a mené cette recherche qui s'inscrit dans le cadre du projet Edgar. Oui, ça marche. Merci beaucoup, Madame Chauvet. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour cette journée de discussion. Alors, la présentation que je vais faire s'inscrit dans le cadre de ce projet de recherche qui a été mené au sein du laboratoire de sciences humaines et sociales du GHU de Paris, en partenariat avec l'association Droit Pluriel et l'Espace éthique d'Île-de-France. Et donc, c'est une recherche qui a été financée par la FIRA et la Fondation Falleret et qui se donne pour objectif d'aborder... Ça marche ? D'aborder la question de la judiciarisation des hospitalisations sous contrainte en prenant comme base de réflexion la notification des droits. Puisqu'en effet, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises depuis le début de la journée, depuis 2011, les soignants sont dans l'obligation d'informer les personnes hospitalisées au sujet de leurs droits, et tout particulièrement au sujet de leur voie de recours. Alors, il ne faut pas que j'oublie de passer les diapos. Donc, un des enjeux de ce travail a été en fait de mieux comprendre les difficultés, les tensions pratiques, voire morales, que cette procédure de notification des droits pouvait générer
tant du point de vue des professionnels du soin que des professionnels du droit ou également des personnes directement concernées, donc des usagers et usagères de services de santé. Et donc, dans ce cadre, la méthodologie qu'on a mis en place a été de nature essentiellement qualitative. En fait, il s'agissait de partir de la parole des personnes directement impliquées dans cette affaire et d'analyser les manières qu'elles avaient de définir par elles-mêmes les problèmes entourant cette notification des droits et les manières qu'elles avaient de définir potentiellement les moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour améliorer l'accès à l'information dans les unités. Et en fait, il y a trois temps organisateurs, trois temps qui ont organisé cette enquête. D'abord, dans une visée exploratoire, en fait, on s'est intéressé aux débats et aux controverses qui ont pu accompagner l'élaboration de la loi de 2011, en procédant notamment à une analyse de la presse. Donc, le but était de mieux comprendre le contexte politique entourant la judiciarisation de la psychiatrie hospitalière au carrefour des années 2010. Ensuite, on a réalisé donc, des entretiens individuels auprès de soignants, donc d'infirmiers, cadres de santé, psychiatres, auprès de professionnels du droit, des juristes, des avocats, magistrats, et auprès de personnes ayant pu faire l'expérience de ces hospitalisations et qui, pour une partie d'entre elles, avaient par ailleurs pu se professionnaliser dans des parcours de père aidance. Et enfin, on a réalisé des focus group, donc des ateliers de discussion collective. Et donc le but de ces réunions, c'était de restituer aux participants et aux participantes des premiers éléments de la recherche en cours et d'échanger collectivement autour des pistes de solutions pouvant être dégagées dans une logique donc, de dialogue et de croissement des perspectives de chacun. Bon, alors, dans cette présentation, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la recherche, mais me focaliser uniquement en fait, sur les professionnels de soins, en tentant d'expliciter un peu les différents ordres de difficultés que les soignants ont pu manifester autour de la notification des droits dans les entretiens. Donc, d'une manière générale, il ressort de ces entretiens que 3 formes d'épreuves, sources de difficultés, d'incertitudes ou de doutes ont été explicitées par ces personnes, et donc je vais revenir assez brièvement sur chacun de ces axes. Alors, un premier ensemble de difficultés mis en avant par les professionnels touche en fait à la dimension logistique de la notification des droits, avec comme axe principal de préoccupation la question de l'acheminement et de la circulation des supports censés informer les personnes hospitalisées au sujet de leurs droits. Donc en fait, très concrètement, si on prend l'exemple de la notification d'admission, les médecins doivent rédiger un ou plusieurs certificats. Donc ces documents sont ensuite transmis au secrétariat du service, qui les envoie en retour au bureau de la loi de l'hôpital, qui va générer la notification des droits propre à chaque personne. Et donc le bureau de la loi retourne à nouveau la notification aux équipes soignantes, et ce n'est qu'à la suite de ces transmissions que les soignants vont pouvoir informer les personnes de leur statut juridique. Et donc ce type d'opération se répète à plusieurs moments dans les hospitalisations, que ce soit pour les décisions d'admission à 24 heures, les décisions de maintien à 72 heures, la rédaction des avis motivés en vue des audiences avec le juge, puis à l'issue de ces audiences avec le juge. Donc, autrement dit, la notification n'est pas un acte isolé et ne se fait pas de façon automatique. En fait, elle s'inscrit dans une chaîne beaucoup plus vaste d'intermédiaires et qui articule en fait une pluralité de protagonistes qui doivent s'agencer les uns avec les autres, précisément afin d'assurer la recevabilité légale des hospitalisations. Et donc ces protagonistes sont en fait de différentes natures, puisqu'il s'agit à la fois de médecins, de soignants, d'agents administratifs, mais aussi d'objets, donc des calendriers, des stylos, des logiciels informatiques, des mails, des téléphones, des imprimantes, et plus simplement encore du papier. Bref, un ensemble d'entités à la fois humaines et non humaines qui peuvent, chacune à leur manière, être source de couacs, d'erreurs, pouvant conduire à des irrégularités sur le plan juridique. Donc, comme le disait par exemple une psychiatre pendant un entretien, avec la loi de 2011, il a fallu mettre en place plein de process pour que les certificats soient transmis en temps et en heure avec un calendrier précis et qu'au retour de ces certificats, justement, on les notifie aux patients. Il y a un énorme arsenal administratif qui fait
qui fait que si le patient ou le médecin se trompe de date, ce qui peut arriver, on peut avoir une main levée parce qu'il y a vice de procédure. Et encore aujourd'hui, même si on a plus de 10 ans de la loi, il y a ce type d'erreur qui subsiste. Puis il y a une part importante d'informatique, il faut sortir les papiers, si l'imprimante est en panne, on n'y arrive pas, il y a tous ces trucs-là qui font que ça devient vite un truc infernal. Alors, comme le donne indirectement à voir cet extrait, c'est que la notification des droits en fait suppose un important travail de maintenance et de coordination pour les soignants, et un travail qui est souvent appréhendé comme une forme de lourdeur administrative, une surcharge de travail dans un contexte perçu de paupérisation et de baisse d'effectifs et de moyens. Surtout, un des problèmes logistiques qui a été mentionné plusieurs reprises dans les entretiens touche à la fluidité en fait, des échanges et des transmissions entre services. Et certains soignants pointent notamment la réactivité du bureau de la loi, qui est souvent une organisation centralisée, commune à plusieurs sites, et les retards pouvant exister dans l'envoi des notifications. Donc une cadre de santé me disait en ce sens, on doit tout attendre de ce bureau de la loi, on n'est pas du tout satisfait de ce fonctionnement, on n'a rien contre le bureau, mais le fait que tout soit centralisé, ça complique énormément le travail. On aurait aimé que ce soit comme avant, décentralisé sur chaque site. On était beaucoup plus réactif, je pense, en termes de droits des patients. Alors, un deuxième ensemble de difficultés mentionnées concerne cette fois-ci la situation de notification des droits en elle-même, et notamment l'impact éventuel que les énoncés juridiques pourraient avoir sur les relations soignantes. Et en fait, ce type de problème articule deux problèmes, ce type d'épreuve articule deux problèmes principaux. Le premier touche en fait à la dimension discursive de la notification des droits. Donc, quoi dire lors de cette procédure, comment le dire et pour quels effets. Et en fait, sur ce point, un aspect mis en avant de manière assez régulière par les professionnels de soins réside dans la temporalité de la notification des droits et dans le fait que cette procédure doit s'effectuer dans les premiers temps de la prise en charge. C'est-à-dire en fait à un moment où les relations thérapeutiques ne sont pas forcément stabilisées et où l'état psychique des personnes peut lui-même être jugé comme étant encore relativement fragile. Et dans ces conditions, au-delà des formes d'incompréhension qu'elle peut générer, certains soignants pointent les effets potentiellement négatifs que pourrait avoir cette information juridique sur la santé des personnes les plus vulnérables. Une interne allait dans ce sens lorsqu'elle disait on a des patients qui vivent l'hospitalisation sous contrainte comme étant la preuve évidente de leur délire. Et donc quand on les informe qu'ils sont hospitalisés là contre leur gré, on vient complètement alimenter leurs idées délirantes. Au lieu de les rassurer, paradoxalement, en leur disant « vous avez des droits, vous savez, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça », ça peut les jeter dans un état d'angoisse pas possible. Il y a des moments comme ça un petit peu ubuesques où on se dit « bon, je le fais, il faut que je l'informe, j'ai un devoir d'information à l'égard de mes patients », tout en sachant derrière que je vais peut-être créer des conditions de mal-être extrêmes. Donc il faut faire hyper attention dans les mots qu'on utilise. Et alors, le deuxième type de problème relatif à ces épreuves énonciatives touche plus précisément la question de la signature. Puisqu'afin d'assurer la traçabilité de cette mise en information, les documents de notification des droits doivent être signés. Et en fait, il y a deux possibilités. Soit les personnes hospitalisées signent la notification comme quoi l'information leur a bien été remise, soit les personnes refusent de signer, et auquel cas ce sont aux soignants de signer afin d'attester la délivrance de l'information. Sans parler de l'autre possibilité où les soignants jugent que la personne n'est pas en état de recevoir l'information d'une manière générale et donc diffèrent la mise en information. Et alors sur cette question de la signature, beaucoup de professionnels en tous les cas pointent la difficulté de ce moment, qui serait d'une part appréhendé par les personnes comme un acte de consentement aux soins alors même qu'elles sont hospitalisées contre leur volonté, et d'autre part, certains professionnels évoquent le fait que, pour certains, la possibilité de signer à la place des personnes hospitalisées est perçue comme un acte potentiellement violent qui vient agir comme un rappel de la contrainte. Donc une psychiatre me disait en ce sens, il faut signer un accusé de réception, et les gens disent non, je ne suis pas d'accord pour être là.
c'est un accusé de réception. C'est-à-dire que quand vous recevez un colis, un recommandé du facteur, vous ne lui dites pas « je ne suis pas d'accord parce que c'est une facture que je ne veux pas payer ». Vous signez quand même. Le fait de mettre le médecin dans cette relation-là, je trouve que c'est compliqué. L'entretien va se passer uniquement autour de ce bout de papier qu'il faut signer et du coup on n'arrive pas à parler d'autre chose. Après, très bien, vous ne voulez pas signer, ce n'est pas grave, on a la possibilité de signer à votre place. Mais vous imaginez comment ça peut persécuter un patient que des personnes signent à sa place des papiers. Enfin, un dernier ensemble de difficultés, on voit un peu à ce que pointait Jean-Marc Pansily dans son intervention, touche en fait la manière qu'ont les soignants d'attacher la pratique de la notification à un territoire professionnel. Donc, pour le dire autrement, l'enjeu est de savoir ici à quel corps de métier doit appartenir la réalisation de cette tâche. Et en fait, sur ce point, plusieurs avis ont été exprimés et deux postures peuvent être au moins dégagées, même si elles sont pas, même si c'est pas, même s'il peut y en avoir d'autres. Une première minoritaire tend en fait à considérer que la procédure de notification fait partie intégrante du travail soignant et doit en ce sens être effectuée par des professionnels de soins. Suivant cette approche, non seulement l'information sur les droits est vue comme une occasion de créer du lien avec les individus, donc comme un outil susceptible de renforcer l'alliance thérapeutique avec certains d'entre eux, mais s'inscrit plus globalement dans le champ des responsabilités médicales. L'interne que je citais tout à l'heure, quand bien même elle soulignait les difficultés que pouvait y avoir à faire cette information dans certaines situations cliniques, disait en même temps on peut se dégager complètement et prendre le parti de dire je vais alimenter quelque chose donc je ne le fais pas. Mais en même temps, qui signe les certificats? C'est nous. Qui dit toi tu as besoin de soins? C'est nous. On ne peut pas se défausser de notre responsabilité comme ça. Pour moi, ça fait partie intégrante de mon rôle. C'est comme informer sur les effets secondaires d'un traitement. C'est exactement la même chose. Ça fait partie du b.a.-ba qu'on doit avoir avec les gens pour faire en sorte qu'ils aient confiance en nous. Alors, à côté de cette première posture, pour d'autres soignants, à l'inverse, l'assimilation entre notification des droits et travail de soins est plus difficile à tenir. En fait, donc cette posture qui est majoritaire, la notification des droits apparaît avant tout comme un acte administratif ou comme un acte juridique. Et en fait, les soignants proposent ici une lecture un peu dissociée de la notification, dans la mesure où cette procédure vient articuler deux types d'informations. D'une part, une information sur les modalités d'hospitalisation, comme l'a rappelé M. Pampigny, dont font l'objet les personnes, et d'autre part, une information sur les droits associés à ces modalités. Et donc, s'il juge de leur responsabilité le fait d'informer les personnes des mesures de contrainte, il en va autrement concernant l'information sur les droits. Donc, pareil, une autre psychiatre que j'ai pu citer également tout à l'heure disait explicitement ce point. Il y a deux choses dans la notification. Il y a le fait de les informer qu'ils sont hospitalisés sous contrainte et le fait de leur dire leurs droits face à cette contrainte. Ce sont deux choses différentes. Je trouve que c'est à nous d'informer les patients qu'ils sont sous contrainte. C'est notre responsabilité. C'est nous qui faisons les certificats. En revanche, les droits et les devoirs, quelque part, ce n'est pas notre sujet. Et en plus, s'ils commencent à nous poser des questions, on ne sera pas à même de leur répondre. Donc cette seconde posture, en fait, elle gravite autour de deux formes de justification. Une première qui tend à pointer le manque de compétences ou le manque de connaissances qu'auraient les soignants vis-à-vis du droit. Et une autre forme de justification qui a été plus travaillée, notamment pendant les focus group qu'on avait organisés, qui est liée en fait à un souci d'assurer une meilleure défense des droits à l'hôpital. Non, je me suis perdu. Et en fait, sur ce point, beaucoup de professionnels reprochent en fait la présence fantomatique du droit à l'hôpital et son manque d'incarnation dans la vie quotidienne des services. De ce fait, beaucoup estiment nécessaire d'introduire dans les hôpitaux un tiers juridique dédié à la notification des droits, en envisageant par exemple la mise en place de binômes soignants et juristes. Et d'autres souhaiteraient également inclure les pères aidants dans l'accès à l'information. Monsieur Bien-Aimé. Je conclue. Et donc, pour conclure, désolé. Pour conclure donc, cette brève intervention, en fait, il me semble que la mise en évidence, enfin, en tous les cas, la prise en compte de ces trois types de difficultés
permet en fait de donner à voir les différentes manières qu'a le droit de se manifester pour les professionnels de soins. Tout d'abord en tant que système bureaucratique, en tant qu'organisation contraignante, à la fois collective et matérielle. Ensuite, en tant qu'ordre de discours à part entière, devant se lier à des situations cliniques nécessairement singulières. Et enfin, en tant que sujet de discussion éthique touchant à la délimitation des responsabilités professionnelles. Surtout, je veux juste conclure, mon dernier petit point, très brièvement, en fait, pour rappeler le cadre général en fait, de cette recherche, et en précisant que dans les entretiens ou dans les discussions qu'on a pu avoir tout au long de cette année, justement, les thèmes de discussion dépassaient assez largement la simple question de la notification des droits. En ce sens, ce thème est apparu en fait comme un élément venant cristalliser une diversité de problématiques, qu'il s'agisse de l'accès général aux droits dans les services de santé, qu'il s'agisse de la question de l'accueil et de l'hospitalité en psychiatrie, ou encore la manière de concevoir le soin et le bon soin en psychiatrie. Et de ce point de vue, il importe de mentionner que l'ensemble des participants, quel que soit leur statut, ont tous rappelé la dimension potentiellement violente en fait, que pouvaient constituer les hospitalisations sans consentement, et tous ont rappelé l'importance de limiter le recours à ce type de mesures. Au-delà, un des axes de discussion importants était touché à la relation entre droit et psychiatrie, et une des pistes développées en ce sens par certaines personnes qu'on a pu rencontrer était liée à suggérer la mise en place de permanences ou d'ateliers juridiques dans les unités de soins, afin justement d'assurer une meilleure reconnaissance des droits pour les personnes en les accompagnant directement dans leurs démarches ou dans leurs interrogations. Et ce type de dispositif permettrait également d'instaurer des formes de médiation au sein des unités entre les institutions juridiques et les institutions médicales. Merci de votre attention. Merci. Alors, merci Monsieur Bien-Aimé. Donc, votre intervention, non seulement donc, a permis de préciser l'immensité, l'ampleur des difficultés concrètes que vous avez développées du point de vue des professionnels de soins. Je vous ai laissé votre dernière minute parce qu'effectivement, ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est la proposition concrète que vous faites sur la différenciation entre deux types de droits qui pourraient donc, et M. Bonfilis, il avait eu le temps d'aller jusqu'au bout, je le sais, aller également du côté de cette proposition, donc différencier deux types de droits et donc confier éventuellement certaines informations sur les droits plus fondamentaux des patients et les droits de recours à une entité qui serait à créer, ce qui n'est pas sans poser problème évidemment aussi. Donc à présent, nous donnons la parole donc à Benoît Hérault, enseignant-chercheur donc à l'Université Lyon 2 en sociologie, qui a animé une démarche de recherche-action participative portant sur l'exercice des droits et libertés des personnes en situation de handicap et qui ouvre ainsi la voie à une sociologie des droits humains. Merci Madame la magistrate, merci beaucoup à Anne-Sara, à Jean, à Paul Lou de leur invitation. Je suis content d'avoir l'occasion de parler de ce terrain d'enquête, on va dire, qui est pas central dans ma pratique sociologique, mais qui fait continuité depuis quelques années. L'une des premières fois où j'ai été confronté, en tant que position de chercheur, à la question des soins sans consentement, c'était en juillet 2011. Je travaillais dans les archives d'un hôpital psychiatrique, et puis on m'a dit qu'il allait falloir changer de salle, puisque la salle des archives allait devenir une salle d'audience pour pouvoir accueillir la cour qui, dès le mois d'août, allait pouvoir assurer des audiences. Donc c'était une salle plutôt au sous-sol. Donc ça dit quelque chose de l'adaptation à l'époque. Ça a continué, même si elle a été un petit peu ornementée. Alors cette question, au-delà de l'anecdote, elle s'inscrit dans une réflexion sur la manière dont la santé mentale
est de plus en plus saisie par le droit. Anne-Caron Léglise a rappelé beaucoup d'étapes ce matin de cette manière dont le droit prend une importance de plus en plus grande dans le domaine de la santé mentale et de l'hospitalisation psychiatrique. Peut-être, sans revenir sur ces différentes dimensions de la mise en avant des droits, je vais essayer de l'attaquer en se disant que l'audience du soin sans consentement, en fait, c'est du contrôle du soin sans consentement, c'est introduire donc un rituel judiciaire dans le domaine de la psychiatrie, dans le domaine de la santé mentale. Et je vais réfléchir à ce rituel. Rituel, c'est un terme on va dire, de sciences sociales, mais c'est aussi une manière de travailler la procédure, pour le dire peut-être de manière un peu plus juridique. Quelle place à la procédure, quelle place à le rituel, quel sens plutôt à ce rituel de l'audience, du contrôle du soin sans consentement. Quel sens ça a donc dans ce cadre de la mise en avant du droit dans le domaine de la santé mentale? On peut dire un rituel, une procédure, c'est en partie c'est quelque chose pensé en sciences sociales comme un intermédiaire entre ce qui compte le plus dans une dimension de la vie sociale, dans une société, les idéaux de la vie sociale, les représentations. Dans les anthropologies classiques, c'est le sacré, on va dire, mais en fait, on peut le dire plus simplement, ce qui nous importe le plus. Et puis les pratiques contingentes, ordinaires, quotidiennes, dans leur diversité. Le rituel et la procédure est pensé comme cet intermédiaire qui nous aide un petit peu à faire jalon, à faire maillon pour arriver à faire tenir nos idéaux et puis cet ordinaire dans lequel il n'est pas toujours facile de faire tenir ce qui est le plus important. Donc je vais regarder ces audiences comme un peu avec l'hypothèse qu'en fait on a voulu sans doute introduire du juge aussi pour finalement rapprocher de manière différente, nouvelle, la question de l'idéal, peut-être du soin, de l'idéal de justice, de l'idéal du droit, à ces épreuves difficiles, douloureuses, où des personnes, des citoyens sont transformés en patients dans un cadre contraignant. Alors quel sens ça a d'introduire ce rituel? Est-ce que finalement c'est quoi la valeur, les idéaux auxquels on se rattache? Est-ce que c'est les idéaux de droit humain, c'est-à-dire cette mise en avant de la personne humaine, de se dire oui, en fait, il faut faire attention de ne pas trop déconsidérer la personne humaine dans le cadre de ces soins sans consentement, ou est-ce que c'est l'importance du droit, de l'état de droit, comme on dit, de la conformité à la loi, hein? Est-ce que c'est le respect, parfois on dit le respect des droits fondamentaux qui est à l'œuvre? Qu'est-ce qui se joue? Alors c'est peut-être un peu schématique comme opposition, mais elle vient travailler le fait que ces audiences de contrôle du soin sans consentement, on peut vraiment les vivre quand on les observe, à la fois comme un rituel de dégradation de la personne ou un rituel de considération. Hein. J'ai l'impression qu'on peut les regarder positivement ou on peut les regarder aussi de manière assez négative. Alors on va le voir, c'est aussi ce qu'en pensent des patients justiciables qui en ont fait l'expérience ou des professionnels. On a un petit peu une ambivalence sur finalement la fonction de ce rituel. Est-ce que c'est redonner à la loi toute sa puissance, tout son pouvoir, ou est-ce que la fonction de ce rituel, c'est de se dire oui, en fait, comment est-ce que la personne elle est bien jugée? Est-ce qu'elle est bien jugée, bien sûr, par l'organe judiciaire, mais est-ce qu'elle est bien jugée aussi dans les soins, par les professionnels, par l'environnement qui l'entoure dans le cadre de ces soins? Alors, cette réflexion sur la procédure, sur le rituel, sur l'audience comme rituel,
elle se fait principalement dans le cadre français, c'est là où j'ai pu faire des observations, un petit peu des entretiens, mais je vais aussi apporter, en fait, pour pouvoir faire un petit pas de côté, des éléments. J'ai eu l'occasion de faire un peu d'observation dans d'autres juridictions étrangères, donc j'y reviendrai un peu. Ça aide à penser le rituel et la procédure à partir d'exemples autres, hein, de procédures un petit peu différentes. Alors, se dire d'abord peut-être que effectivement la mise en place de ce rituel, elle a été un peu hâtive, hein. Ça a été rappelé ce matin. C'est d'abord la réaction à une décision du Conseil constitutionnel qui vient dire l'article 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 n'est pas respecté à travers la loi de 90 sur l'hospitalisation sans consentement. Et donc on casse cette loi, on la déclara constitutionnelle parce qu'elle ne respecte pas les droits de l'homme, et notamment ceux du respect de l'intimité et de la liberté d'aller et venir. Et donc il faut légiférer en urgence, et on introduit le juge en se disant le juge il va pouvoir vérifier que c'est bien proportionné l'atteinte au droit. Et on fait donc en introduisant d'abord une procédure un peu hybride qui se rattache à la fois au pénal et au civil, sans qu'on sache bien pourquoi on choisit l'un ou l'autre. Alors on allait chercher un juge du pénal, le juge de la liberté des détentions, mais on s'est dit oui, mais quand même là on n'est pas dans le droit pénal. Alors on a dit oui, on introduit un petit peu de procédure civile, donc en fait c'est un petit peu du contradictoire, mais pas trop, c'est-à-dire que on met le patient non pas dans une position de contradiction avec l'hôpital ou avec l'équipe soignante, mais on le met comme dans une position plus gracieuse, comme si on lui faisait un petit peu une attention particulière, qu'il n'avait pas véritablement d'adversaire, et donc on reprend plutôt des dimensions de la procédure civile qui est plutôt sur l'écrit que sur l'oralité, qui est plutôt sur la conformité à la loi. Est-ce que le certificat médical il est bien conforme à ce qu'il doit être dans la loi? Alors cette procédure hybride, elle a un petit peu elle a des effets qui se font sentir, elle a des dimensions problématiques sur lesquelles je voudrais un petit peu insister, dans l'idée qu'effectivement ce rituel judiciaire il peut sans doute il peut faire davantage sens si on pensait un petit peu mieux cette procédure, et si cette procédure elle était pensée effectivement aussi pas simplement en termes de respect des droits ou de respect de la personne, mais bien dans une optique de comment mettre en œuvre un soin plus satisfaisant, un soin social, un soin civil, un soin bien sûr médical plus satisfaisant pour les personnes. Alors le cadre procédural, ça a été assez vite, ça a été rappelé, dire aussi ok, c'est un périmètre petit qu'on donne au juge, hein. Il n'a pas à se prononcer sur est-ce que la personne elle est capable ou non, est-ce qu'elle est bien soignée ou non, non, ça relève du médecin. On se dit juste, est-ce que la loi est bien respectée, est-ce qu'il y a bien une conformité avec la règle. Donc on restreint, et ça crée, on va le voir, évidemment, un peu des attentes déçues, peut-être parfois des malentendus avec les patients. Et puis il y a cette question, effectivement, de se dire, et ça relève plutôt du droit pénal, c'est une audience publique, hein, cette vulnérabilité, ce moment difficile, on le met à la vue de tous. Alors, c'est dans les principes du droit pénal, bien sûr, ça a du sens. C'est pour que la contradiction soit bien faite devant des tiers et qu'elle puisse être, disons, qu'elle soit de fait pas arbitraire, elle est publicisée. Là, de fait, c'est quelque chose sur lequel on ne s'est pas beaucoup interrogé. On sait, par exemple, la justice de la protection juridique des majeurs, c'est plutôt une justice de cabinet privé. Là, voilà, on publicise des vulnérabilités. On publicise des situations où, de fait, on ne sait pas si on défend bien la personne dans ses droits, ou si on l'exhibe dans sa vulnérabilité ou dans ses difficultés. Alors, vu que j'ai déjà beaucoup brûlé mon temps, les interactions d'audience, hein, oui, une posture pédagogique, vous le voyez dans les verbatims, mais parfois des risques d'interrogatoire. Des attentes, est-ce que moi j'aimerais bien pouvoir aller fumer plus longtemps? Ouh là là, non, ça faut voir ça avec le médecin. Des moments de trouble, je pars dans mes hallucinations, je pars dans mon développement, tout le monde est un petit peu ennuyé sur comment ça se passe. Bref,
les observations d'audience, on voit que c'est pas un moment facile. C'est pas un moment facile. Il y a beaucoup de désajustements. Il y en a peut-être qui proviennent de la procédure. Alors, dans cette dimension, dire quand même quelques mots de comment c'est vécu. Là, je suis un petit peu à charge sur les verbatims que j'ai choisis, mais en gros, ce qui revient, c'est est-ce que c'est pas de la mascarade ? Est-ce que c'est pas de la mascarade ? Est-ce que ça sert à quelque chose, ces audiences minutées, 5 minutes, 10 minutes, je pensais que j'allais pouvoir parler, et puis finalement non. Même les juges, les juges sont un peu ennuyés. Alors, oui, l'écoute c'est important, mais on ne sait pas bien à quoi on sert. On sent bien qu'il y a un certain malaise dans le vécu de la loi. Alors, je vous avais fait un schéma pour dire, voilà, par exemple, aux États-Unis, dans un État états-unien, ça se passe assez différemment. En France, on a l'habitude de... Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser les types classiques de justice accusatoire, modèle accusatoire, contre-inquisitorial, mais il y a quand même un peu de ça. Dans le premier modèle, on voit le juge porte la parole de l'institution, du psychiatre, on va dire, pour dire au patient, il faut accepter tout ça. Dans le système états-unien, il y a quelque chose où on met un petit peu, on horizontalise, le contradictoire est un peu plus respecté, c'est-à-dire qu'on demande au psychiatre d'être là et de ne pas être la bouche du juge, de ne pas être porté par la bouche du juge. Et donc il y a un peu du contentieux, du contradictoire qui est rendu possible. Et des éléments en fait qui me semblent importants à mentionner peut-être pour le débat, c'est de dire, en fait, par exemple dans le contexte américain, on dit c'est systématique au bout de 60 jours. On ne cherche pas à faire de la justice de masse, c'est au bout de 60 jours que c'est systématique, mais avant, on a introduit dans l'hôpital psychiatrique un service d'aide juridictionnelle, d'aide juridique qui vient auprès des patients en disant si vous voulez contester, venez, je suis là pour vous accompagner pour contester. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose pour vérifier le contrôle de manière systématique, mais c'est, oui, il y a un contentieux, il y a un désaccord, et ben on va discuter le désaccord ensemble devant un juge. C'est les avocats qui sont mis en avant, alors qu'en France, on sent que c'est quand même un peu la personne qui est mise parfois en accusation. Et ça permet des débats qui durent peut-être un peu plus longtemps. Dans ce qu'on a pu observer, c'est plutôt une quinzaine, 20, 25 minutes, là où 10 minutes, c'est déjà beaucoup dans le contexte français. Des parties qui se confrontent, un psychiatre présent et non pas un psychiatre expert qui est au-dessus. Et puis, effectivement, d'autres choses qui interrogent, c'est le patient qui est plutôt en retrait par rapport à son avocat. On sent bien que c'est difficile de faire parler le patient, ça va le discréditer, alors on met beaucoup en avant l'avocat, et donc l'écoute, on peut dire qu'elle a une visée très instrumentale, c'est de dire non, il faut par exemple mettre fin à l'hospitalisation, alors que dans le contexte français, on voit bien que l'écoute, elle a surtout une visée symbolique de dire oui, c'est important qu'on puisse entendre ce qu'on a à vous dire. Alors, j'ai pris ces deux exemples. J'aimerais évoquer très vite l'exemple allemand, parce qu'il est très intéressant. Alors là encore, il y a des configurations différentes selon les États, selon les Länder, mais le juge, alors là, il va très vite, dans les 24 heures ou dans les 48 heures, il va très vite, il se déplace, il n'y a pas besoin de greffe, il y a une personne qui va au chevet, qui dit ce qui importe, c'est que le juge, il a une impression sensible, c'est-à-dire que si la personne, elle veut parler, elle parle, le patient, s'il ne veut pas, il ne parle pas, mais par contre, le juge, il est obligé d'aller au chevet pour dire quelque chose socialement, civilement, de ce qui se passe dans l'hôpital. Alors, on voit, c'est encore une procédure qui est encore assez différente de ce qui se fait en France ou aux États-Unis. Ces exemples, il me semble, ils sont importants pour se dire, oui, la procédure, elle doit être au service, d'idéal auquel on tient, que l'hypothèse que j'aurais tendance à faire, c'est qu'en France, on est parti sur une lecture un peu trop légaliste, un peu trop verticale, une vision un peu trop hiérarchique du droit, comme il faut respecter les normes supérieures et d'être dans la conformité à la loi, et non pas dans le souci de la personne et dans le souci clinique à la personne. Donc il me semble qu'essayer de réfléchir à la place du juge et à la place du judiciaire dans le soin, ça implique effectivement
de développer les réflexions sur la justice procédurale, sur la justice thérapeutique. La justice procédurale, je n'ai plus la citation que je voulais vous donner, mais c'est de rendre des décisions acceptables par le fait que la procédure suivie pour aller jusqu'à la prise de décision, on a l'impression qu'elle est faite place aux différentes parties prenantes. Et puis, mais j'en ai déjà parlé, l'importance d'inscrire là encore les décisions et le droit non pas comme quelque chose d'uniquement formel et atemporel, mais une inscription dans la trajectoire de vie du droit comme quelque chose qui a des effets psychodynamiques, thérapeutiques, sociaux. Je vous remercie. Alors, merci Monsieur Benoît Hérault. Donc merci de ce regard d'universitaire avec toujours la hauteur que nous donne ce point de vue. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'effectivement 10 ans après, 14 ans après la loi du 5 juillet 2011, il semble clair de quelque point de vue que vous ayez approché le sujet, qu'il y a des choses à modifier. On pouvait penser les premières années de cette loi qu'il fallait que les uns et les autres, magistrats d'une part, avocats, personnel soignant, se forment aux compétences de l'autre pour approcher à quelque chose qui pourrait se passer dans une bonne articulation. Je crois que le constat, il est clair. Il y a des choses à modifier. Chaque proposition est donc tout à fait intéressante. Et le recours à l'expérience des pays étrangers peut également nous éclairer dans cette recherche. Monsieur Hérault nous a parlé, effectivement, lui, a évoqué la possibilité de repenser la procédure. Dans la première session, Madame Caron-d'Église avait parlé aussi de la possibilité aussi que ce soit un autre juge et un juge de la protection qui puisse mener ce type d'audience. Donc, toutes ces pistes sont particulièrement intéressantes. Le temps nous est compté, donc nous allons quand même laisser quelques minutes pour les questions à la salle. Simplement quelques questions qui s'apparentent plus, d'après les consignes que j'ai eues par nos organisateurs, à des réactions, puisque donc il est déjà midi. Alors ça tombe bien parce que moi j'ai simplement une réaction. J'ai l'impression que vous réactualisez monsieur, et c'est fort intéressant, la justice rendue par Saint-Louis sous son chef à Vincennes, c'est bien connu, et en même temps le roi qui guérit les écrouelles, qui a une fonction thérapeutique. Je voudrais évoquer deux réactions très personnelles. J'ai travaillé toute ma vie en tant qu'assistante sociale et en tant que psychologue en hôpital général, plus spécialement en cancérologie. J'ai été amenée une fois à annoncer à une patiente que je connaissais, qui a été souvent hospitalisée, qu'on allait la transférer en hôpital psychiatrique. Or, là, tout ce qui a été évoqué, ce n'est pas un reproche, c'est un autre regard et c'est intéressant, mais moi, ce qui me manquait, c'est comment vous annoncez à quelqu'un cette hospitalisation sous contrainte. Parce que c'est un emprisonnement. On l'enferme. Alors, après, on parle de liberté, on parle de contester, de revendiquer, d'élaborer des choses différentes. Mais il y a aussi le poids et de la médecine et du judiciaire. Un malade n'a pas toutes ses fonctions, il n'est pas en forme, il a des thérapeutiques qui souvent l'engourdissent, enfin, les connaissances sont très anciennes. Comment peut-il être pleinement maître de ses choix et de ses désirs? Oui, sur l'appréhension de la personne qui va être amenée à être devant le juge, je dirais que c'est une appréciation véritablement au cas par cas. D'abord, il ne faut pas penser que systématiquement une personne en soins sans consentement est
fortement neuroleptisé et, entre parenthèses, abruti par le traitement pour être en incapacité de formuler quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Parfois, oui, effectivement, mais là, il intervient une disposition législative qui permet au médecin de préciser que la personne ne peut pas être entendue, auquel cas son dossier est examiné sans sa présence. Donc, la présence du patient devant le juge suppose qu'il est en mesure d'entendre et de pouvoir s'exprimer. Ce qui se vérifie clairement par expérience lorsque j'ai été amené à assurer des audiences devant le juge des libertés où j'avais avec moi des patients qui étaient tout à fait à même d'exprimer ce qu'ils avaient à dire de manière très précise et très concrète. Parce qu'on se situe aussi à 12 jours d'hospitalisation. C'est important aussi de le signaler. On n'est plus normalement et théoriquement en état de crise. Les choses sont déjà, en principe, un petit peu apaisées. Voilà. Merci beaucoup. Et donc nous laissons la place à la prochaine session.